entre autres attentes, je voyais venir cette affaire-là. Donc, si je comprends bien, c'est maintenant qu'il y a une loi qui veut se pencher sur la mise à la retraite après 20 ans. C'est maintenant qu'il veut avoir. Ça veut dire que cette loi n'existait pas dans la République. Alors, sur quelle base légale est-ce qu'on avait contraint les gens à aller à la retraite entre-temps, qui à peine avaient fait 20 ans de service, et pour d'aucuns un peu plus pour d'autres, et que le chef, je veux dire, le porte-parole de la présidence d'alors était venu justifier que des politiques ont défendu ici. Sur quelle base légale? Ça veut dire qu'il n'y avait aucune base légale déjà pour contraindre les gens à la retraite. C'est déjà une violation de leurs droits, et au travail, que les garantit d'ailleurs la Constitution, le droit à l'emploi. Et donc cette violation déjà commise, on est venu maintenant, on veut prendre a posteriori une mesure pour pouvoir la normaliser. Et je dis, quand on s'habitue à des méthodes de gouvernance du genre, ça pose un sérieux problème. Le problème que ça pose, c'est un problème de la déliquescence même de nos institutions. Un problème qui biaise, c'est-à-dire la gouvernance. C'est-à-dire on gouverne au pifomètre, on prend les décisions qu'on veut, quand ça arrange, et surtout quand on est du genre à éprouver le plaisir de voir ses compatriotes en souffrance. On a mis les gens à la retraite anticipée sur la base de quelle loi autrefois? Et j'ai entendu des cyniques soutenir que la mise à la retraite ne veut pas dire que c'est mise à la retraite ne veut pas dire certificat d'invalidité. J'ai appris des conneries comme ça. Bon, maintenant, aujourd'hui, que vous êtes en train de venir à 20 ans, quelles sont les considérations qui vous font venir à 20 ans de travail? Les 20 ans de travail, c'est dans quelles conditions? Je veux parler de, quand je parle de conditions, je parle plutôt des revenus. Pendant 20 ans, quel que sera votre niveau de revenu pendant 20 ans pour qu'après 20 ans, vous pourriez vous assumer, continuer par avoir une vie stable? Parce que l'essentiel n'est pas seulement d'employer les gens, de les jeter à la retraite avec des salaires de misère qu'on a connus par le passé et qu'on continue d'ailleurs de connaître, pour ne pas dire qu'on est même dans un schéma pire que ça. Quand vous allez utiliser quelqu'un qui va vivoter, dont le salaire va servir à peine à payer le loyer et ses factures d'électricité à peine, sans pouvoir se nourrir et envoyer ses enfants à l'école pendant 20 ans, quelle sera la fin? C'est-à-dire que quand vous allez l'envoyer à la retraite, quel sera son mode de vie? C'est-à-dire, il ne faut pas forcément seulement définir la durée de service ce qui va fonder le départ à la retraite désormais. Il faut nous dire en quoi est-ce que ces 20 ans-là garantissent une qualité de vie à celui qui va travailler. Déjà que le secteur privé que vous avez évoqué comme étant peut-être le secteur qui va servir de relais, ou je ne sais pas si s'il va servir de relais ou bien que c'est un secteur qui sera un secteur alternatif à l'emploi, ce secteur-là elle-même est en difficulté du fait que la politique qui est menée ces 10 dernières années a essentiellement constitué à détruire ces secteurs-là. Donc, nous sommes dans un environnement économique et politique où le secteur privé est en difficulté. C'est-à-dire, le secteur privé ne peut pas éclore. Les gens, les investisseurs vont fuir ils sont en train de fuir le Bénin. Pas qu'ils vont fuir le Bénin, ils sont en train de fuir le Bénin. Alors, si c'est quel secteur privé vous voulez vous rabattre après 20 ans de service? Quelqu'un l'a bien dit. Si vous commencez pas à travailler, les gens commencez pas à travailler à 20 ans, 25 ans dans ce pays. Donc, après 20 ans, 25 ans, vous avez encore toute la jeunesse, toute la force pour continuer pas à travailler. On vous met à la retraite. C'est pour attendre quoi? Des salaires de misère? Peut-être que vous allez dire que vous avez assez d'expérience pour aller servir un secteur privé. Le secteur privé va faire de vous quoi? Encore que la loi qui encadre aujourd'hui l'emploi est une loi qui esclavagise pratiquement le travailleur. Si vous allez prendre la réforme sur le code du travail, c'est une réforme assassin. Et donc, c'est pas de ça qu'on parle. Ce que moi je crains plutôt, c'est que ce gouvernement ne soit dans une dynamique de vouloir tout ramener à son existence.
Parce que ce qui est arrivé dans le rang des forces de défense et de sécurité entre-temps, on a mis des jeunes en retraite qui ont même l'expérience, qui sont, c'est-à-dire, à 20 ans, c'est le moment en fait de briller dans sa carrière. Et donc, on a mis des jeunes à la retraite, certainement parce que on a eu le pressentiment que ces gens-là ne servent pas ou bien ne sont pas des gens acquis, systématiquement acquis à l'existence d'un régime de pagaille, de despotisme abruti. Et donc, ça dit que ça s'est fait sous le volet. Sinon, au nom de quoi on a envoyé des jeunes pendant que des vieillards ont continué par travailler. Et vous allez voir que la plupart dans la politique de recrutement de ce gouvernement, ceux qui là, ceux que ce gouvernement a mis à des postes de direction, des gens qui ont été recrutés ensuite pour être des ingénieurs, des postes de direction et consorts, ce sont pour la plupart des retraités qu'on est allé chercher et qui ont déjà travaillé 30 ans, 35 ans, 40 ans, voire 50 ans. Qu'on est allé rechercher, qu'on est venu remettre encore dans l'administration à des niveaux élevés pour travailler dans le pays. Donc, en quoi est-ce que ce n'est pas gênant de continuer par employer des retraités et que c'est gênant que des gens après 20 ans continuent pas à travailler? Moi, je pense qu'il est dans une dynamique de remplacement. C'est-à-dire quoi? Tous ceux qui vont exister dans l'administration à un moment donné, on a écouté les choses pour que tous ceux qui vont exister à partir d'un moment où lui, il aura besoin de continuer par consolider sa pagaille au sommet de l'État, que ce ne soit que des gens qui ont été recrutés en son temps à lui. Donc, ils lui doivent leur existence. C'est de cette façon que je fais la lecture. Je peux me tromper, mais je crois que je suis désolé de... Et moi, je vais vous dire quelque chose. Même si à vouloir faire voir les choses comme ça, ce n'est pas exagéré. Parce que il faut voir la nature de celui que vous avez en face de vous. Un fin manipulateur qui ramène tout à lui. Et qui veut faire croire à tout le monde que c'est en son temps que le Bénin a été créé. Que le Bénin n'existait pas. Et que c'est lui qui a engendré le Bénin. C'est lui. Même Patrice Talon, si vous ne savez pas faire, il est capable avec le temps d'aller changer la date de l'indépendance et de mettre que l'indépendance du Bénin a commencé en 2016. Et donc, quand vous êtes face à un manipulateur comme ça, je crois que vous devez avoir beaucoup de réserves. Quand bien même il a des intentions, peut-être, je ne sais pas s'il a de bonnes intentions, quand même il a des intentions de bien faire, méfiez-vous. Patrice Talon, c'est l'homme dont moi je vais me méfier jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Même si on me dit aujourd'hui que Patrice Talon est mort et qu'on l'a enterré quelque part, qu'on m'a montré comme ça là, je vais continuer par douter. Je dis jusqu'à la fin de mes jours. Parce que ce monsieur, ça dit que tout ce qu'il fait, il ne fait que penser à comment lui, il va prendre le peuple en otage. Et c'est quand je suis en train de vous dire là, allez voir, il va attendre, c'est-à-dire il va attendre d'avoir une génération à la fonction publique qui n'émane que lui, de sa gouvernance à lui. Vous allez voir, ce sera seulement les générations à partir de 2016-2017 seulement qui vont être présentes dans la fonction publique. Et l'administration va lui être redevable de son existence. Et tout vont lui être... Sinon, pendant que vous parlez de 20 ans, on est allé chercher des gens qui ont déjà fini depuis 50 ans. Ça dit que au bout de 50 ans de carrière, quand je dis 50 ans de carrière, 50 ans d'existence, bien sûr, à des postes réguliers, ensuite à des postes politiques, ensuite à des postes, et qui sont allés à la retraite, on est allé les agglutiner pour les ramener dans une affaire de Sénat. Alors que lui, il estime que quand on a fini de gouverner le pays, après 1 ou 2 mandats, c'est qu'il faut se retirer de la scène publique pour permettre à d'autres personnes de gouverner. Il nous a donné tout le temps ces leçons-là. Et aujourd'hui, c'est lui qui sort et qui va créer une nouvelle institution pour prolonger lui son existence en politique pendant qu'il a fini 2 mandats. Et c'est dans cette manipulation-là qu'on va encore, cette affaire de 20 ans-là, aller chercher, vous allez me dire plus tard que Patrice Talon ne veut pas voir ceux qui, avant lui, c'est-à-dire des gens qui ont été recrutés par ses prédécesseurs-là, il ne veut pas les voir dans l'administration. Et nous connaissons même le mode de recrutement. Ils sont venus, ils ont même critiqué que oui, il y a des recrutements, on a fondé des recrutements sur des bases ethniques, on a fondé ça sur des bases de relations parentales, tout ça là. Ils sont venus dénoncer que c'est eux les messieurs propres.
Mais tous les recrutements qui ont été faits sous Patrice Talon, c'est des recrutements à problème. Nous avons connu des dossiers à scandale que les gens ont soulevés entre-temps et qu'ils ont étouffé après parce que Patrice Talon n'aime pas entendre qu'on dise que sous lui, là, dans sa gouvernance, là, qu'il y a des choses qui ont été mal faites ou des choses qui ont été faites sur la base du népotisme ou de la corruption. Il va éteindre ça tout de suite, comme un peu l'affaire de siphonnage de fonds publics. Quelqu'un dénonce un siphonnage, vous n'interpellez pas celui qui a siphonné, mais vous interpellez celui qui a dénoncé le siphonnage pour venir s'expliquer devant la justice, etc., etc. C'est de cette façon que le pays est en train d'être gouverné. C'est de cette... et aujourd'hui, nous sommes déjà maintenant face à un Patrice Talon qui est accablé par des dossiers de détournement de fonds publics, qui est accablé par des dossiers de toutes sortes de crimes économiques et crimes de sang, qui refuse de se libérer pour aller répondre, auquel il refuse de se libérer pour aller répondre. Et lui, il s'assoit pour vouloir juger les autres. Quel juge en recrutant dans son gouvernement, quel juge sérieux, quel juge moral sérieux recrute dans son gouvernement des assassins de magistrats, des voleurs de fonds publics, des gens qui ont tiré sur leurs compatriotes, qui ont commis des crimes de sang. Et donc, vous voyez, quand vous êtes face à un monsieur de ce genre, ne lui accordez aucun crédit. Aucun crédit. Si on avait compris cela depuis longtemps, je crois que si la majorité des Béninois avaient compris ça, ce qui se passe là, la maltraitance là, la mauvaise gouvernance là, la misère là ne va pas prospérer. C'est parce qu'on a chaque fois refusé et on trouve de gros Français pour vouloir tout embellir, pour vouloir justifier. Les gens vont jusqu'à dire essayons, essayons. On va essayer quoi? Patrice Talon a déjà montré son visage, il a déjà manipulé plusieurs fois. On sait qu'il est désormais, il n'a plus rien à essayer de lui. Tout ce qu'il va amener, jeter ça à la poubelle. Jeter ça à la poubelle. Donc moi, c'est ce que moi je pense qu'il faut même pas. Moi, je pense, ça peut avoir de bonnes intentions, hein, j'en sais pas, mais il faut pas croire à ces bonnes intentions là. Patrice Talon n'a jamais eu de bonnes intentions. Merci, voilà ce que j'ai dit. Je vous rends le micro. Non, juste, je voulais demander, est-ce qu'on peut quand même voir des côtés positifs à cette, on va dire, réforme de retraite après 20 ans? Je vous ai dit, il n'y a aucun côté positif à sous-employer les gens. J'ai dit 20 ans là. En 20 ans, qu'est-ce que vous voulez réaliser de votre vie qui vous permet d'aller à la retraite? Surtout que vous avez encore toute la force de continuer par travailler. Alors, quel est alors l'objectif de vous envoyer à la retraite après 20 ans? Vous allez voir que cette affaire, peut-être que quand ils seront sûrs qu'ils vont faire tous les remplacements à leur acte, c'est-à-dire que à leur profit dans l'administration, peut-être que 20 ans ne suffiront plus pour employer les gens. Peut-être qu'ils vont encore changer. Mais vous avez vu, c'est devant nous ici, non? Quand la Constitution a été touchée 3 fois. Une fois ça a échoué, 2 fois ça a marché. Et quand ces messieurs viennent chaque fois pour nous prêter, pour disserter sur leurs bonnes intentions à faire des réformes à faire, vous voyez toujours là où ça finit. Il ne faut rien considérer comme positif dans ce que Patrice Talon fait. Mais on se laisse berner à chaque tournant de l'histoire et vous pensez, il n'y a rien à considérer. Ok, écoutez, si vous avez un aspect positif, soulevez-le. 20 ans de carrière dans une fonction publique. Les gens n'ont pas commencé par travailler à l'âge de 50 ans pour qu'on puisse dire qu'ils ont atteint un âge où ils ne sont plus productifs. Mais pendant ce temps, on va amener des vieillards de 80 ans dans un Sénat. Mais comment vous expliquez ça? Qu'à 45 ans, les gens sont envoyés à la retraite. Et on va ramener des vieillards qui ont le double de leur âge qu'on vient installer dans le Sénat. Pour les payer à combien? En plus. Un seul mois de salaire d'un sénateur, entre griffes, les gens vont travailler 20 ans et ne vont pas atteindre cela. Un seul mois de salaire d'un sénateur. 20 ans de service, ils ne pourront pas l'économiser. Même pas la moitié. Dites-moi qu'est-ce qui est bon. Pendant qu'il emploie les vieillards,
pendant qu'il les impose dans le système et demande aux jeunes de ne travailler que 20 ans et de partir. 20 ans, dans combien? Quel est le niveau de revenu du fonctionnaire? Quel sera son niveau de revenu pendant ces 20 ans-là? Avec les contraintes actuelles. Les contraintes de vie actuelles là. Si vous travaillez 20 ans, est-ce que les gens, vous avez vu dans notre administration pendant que les choses étaient encore faciles, c'est-à-dire que relativement faciles, le coût de vie était quand même maîtrisé et que les salaires servaient quand même à quelque chose, à nourrir quand même des familles entières, les gens pouvaient encore faire des épargnes et construire des maisons au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et vous allez voir que les anciens fonctionnaires en ce moment, qui se sont à peu près mal gérés, même à la veille des 30 ans pour aller à la retraite, des 35 ans pour aller à la retraite, ils se trouvent surpris. Et c'est en ce moment que des gens commencent par courir pour vouloir achever un chantier quelque part, histoire d'avoir une maison quand même qui va leur servir pendant leur retraite. Donc au bout de 30 ans, les gens sont encore là et d'aucuns même ont du mal à partir. Bon, maintenant que les choses sont corsées, que le coût de vie est tel que le salaire ne sert pratiquement plus à rien, sauf les salaires politiques, c'est en ce moment-là, maintenant qu'on veut ramener ça à 20 ans, je vais vous demander, au bout de 20 ans, avez-vous déjà fini? Parce que au bout de 20, si vous n'avez pas d'enfant avant de commencer par travailler, et que vous attendez un emploi pour mettre un enfant au monde, c'est dit que votre enfant sera à peine à l'université. Alors que votre premier enfant, votre aîné sera à peine à l'université, alors que c'est en ce moment que commencent les vraies dépenses dans l'éducation de l'enfant. Donc vous n'aurez même pas encore un enfant qui sera à même capable de travailler et que c'est avec vos vieux jours, vos pensions de misère que vous allez devoir faire face à ces contraintes-là. Et si les enfants sont deux, parce que le plus jeune qui va suivre sera certainement encore dans le secondaire, et s'il y en a un troisième, c'est que c'est à peine s'il a eu le BEPC. Et vous allez faire face comment? Parce que eux autres là, jusqu'à ce qu'ils ont des enfants qui ont la trentaine, la quarantaine là, ils continuent d'être à la charge de l'État, aller piller l'argent de l'État pour soutenir les enfants. Mais vous allez passer 20 ans dans une administration de misère. C'est pour finir comment? Vos enfants vont être comment? Parce que l'un des facteurs de réussite de la vie, c'est que quand même vous avez quand même amené les enfants à un point où ils pourront se débrouiller, ils pourront se retrouver. 20 ans ne suffisent pas à pouvoir nourrir une famille, c'est-à-dire pouvoir tenir le coût de vie, avoir un toit et s'assurer que ces enfants sont arrivés à un niveau d'éducation où ils pourraient être encore utiles, ils pourraient être recrutés pour un emploi. C'est-à-dire que vous n'avez même pas des enfants encore dépendants. Qui sont... Mais écoutez, pendant que les autres là, ils estiment qu'ils ont des enfants qui ont jusqu'à 21 ans, ils ont des enfants qui sont encore à charge. C'est pour ça qu'ils ont dit que les sénateurs, les enfants de sénateurs vont avoir, comment ils appellent là, seront bénéficiaires de passeport, non? Ils ont dit jusqu'à l'âge de 21 ans, seront bénéficiaires de passeport diplomatique. Ça veut dire que ces enfants sont considérés encore à charge. Donc les sénateurs qui ont des enfants qui ont, c'est-à-dire qui jusqu'à 21 ans, ces enfants sont considérés encore à charge. Ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'ils tiennent encore, ils ont encore le droit au passeport qui est lié à la position de leur géniteur. Mais pendant ce temps, vous voulez que un lambda qui, lui, doit se débrouiller avec la situation de misère et de paupérisation là, lui déjà à 20 ans, qu'on lui coupe, lui, ses revenus à lui. Et comment ces enfants-là vont continuer? Parce qu'il a des enfants tous ces enfants sont moins, tous ces enfants, les enfants qu'il auront quand il a gagné cet emploi-là, tous ces enfants-là auront moins de 20 ans. Parce que si vous lui donnez l'emploi aujourd'hui, et que c'est l'année qui a suivi qu'il a un enfant, ça veut dire que son enfant sera en train d'avoir 19 ans. À quel âge aujourd'hui est-ce que l'on finit les études dans notre pays, dans le système qui est le nôtre aujourd'hui, pour se rendre disponible, pour être autonome? Ça veut dire que cet enfant, il faut voir la réalité. Hein. Moi, je ne veux pas rentrer dans des trucs là livrés. Si vous voulez qu'on aille encore dans les trucs techniques, on ira les moyens. J'ai dit sur les décisions que prend Patrice Talon ne valent même pas la peine d'être observées techniquement. Il faut déjà voir quelle est l'intention première qu'il a. Et il n'y a aucune loi dans ce pays qui pourra être initiée sans son instigation à lui. Il est derrière tout.
Qui va oser dire que lui, il est en train d'initier une loi sans voir Patrice Talon? Dans le Bénin, là. Des gens qui ne peuvent même pas s'exprimer sur des sujets basiques, qui attendent que Patrice Talon leur donne des instructions d'abord. Des gens qui fonctionnent, toute leur existence est sur instruction. Et vous voulez que ces gens-là aient le courage d'aller prendre une loi pour dire qu'on va amener les gens, que les gens seront à la retraite après 20 ans sans que Patrice Talon ne valide cela. Il va faire comme s'il n'a rien vu, il va attendre que, bon, c'est un peu comme la Constitution révisée ici. Il ne savait rien, il n'en voulait rien. Il ne voulait même pas qu'on touche à la Constitution. En tout cas, pas tant qu'elle est là. Et pourtant, ils ont touché à la Constitution, il l'a validée. Et il en profite aujourd'hui. Ça veut dire qu'il est l'instigateur de tout. Même les simples signaux de service qui sont pris dans les directions. Quand Patrice Talon n'est pas consulté, ça n'existe pas. Et quand vous êtes dans ce schéma-là, ne faites confiance à rien. Même Ouadan qui est là, il n'est pas garçon pour signer un décret sans Patrice Talon. Il ne peut pas. La moindre initiative, il faut qu'il aille chercher ça, il faut qu'il aille prendre des instructions. Et c'est dans ce contexte-là que nous, on veut rester. Pour continuer par rêver. Moi, je ne veux pas faire rêver les gens. Hein. Ils n'ont qu'à se réveiller. Le pays est risqué. Le pays est risqué. Donc ça veut dire qu'on avait envoyé les gens à la retraite sans une loi qui existe. C'est violer leurs droits, ça. Et quand on a fini de violer les droits, on vient maintenant normaliser le mal. C'est maintenant que la loi va exister, alors qu'elle n'existait pas avant. Alors, sur la base de quelle loi on avait envoyé les gens à la retraite? Ben, écoutez, soyons prudents. Merci beaucoup, M. Tialine. Donc, moi, j'avais essayé de faire un petit calcul là. Si j'estime, j'ai pris comme salaire moyen au Bénin à 250 000, même si je sais que ce n'est pas raisonnable. Si on part du principe d'un salaire moyen à 250 000 CFA et on enlève tous les postes de dépenses, le loyer, si on suppose que la personne est en location, les enfants, tout, on enlève tout. J'arrive à un solde de 30 000 comme épargne par mois. Et si on part de ce principe, en un an, vous êtes à 360 000 et en 20 ans, ça vous fait 7 200 000. Est-ce qu'on peut se réaliser avec 7 200 000? Donc, c'est un point d'interrogation. À partir de là, on peut continuer à analyser. Mais ce débat, je l'ai dit dès le départ, aussi, ça peut concerner d'autres nationalités, hein, parce que si aujourd'hui, ou bien si dans les prochaines années, cette loi passait au Bénin, la retraite après 20 ans, peut-être au Cameroun, au Togo ou bien au Burkina, les gens aussi vont essayer d'emprunter le même chemin. C'est pour ça que j'ai demandé d'ailleurs à M. Axel, qui était en bas, s'il voulait apporter son éclairage, qu'est-ce qu'il pense de ça, de ce choix-là, d'envoyer à la retraite. Ok, allez-y, si vous êtes disponible. Ok, merci beaucoup. Je vais essayer d'être bref parce que je suis encore au bureau. Je salue tout le monde et avant de commencer, je respecte l'avis de tout le monde. Mais moi, je ne suis pas politique et je ne connais ni Talon, je ne connais ni l'opposition. Je veux juste faire une analyse technique par rapport au sujet et de grâce, ce que peut-être ça peut offusquer, ils n'ont qu'à l'accepter et puis c'est ça. Je veux partir d'abord sur le fait de partir en retraite après 20 ans. En réalité, ça crée beaucoup de déséquilibres sur le plan technique. D'abord et avant tout, il faut dire que une personne qui cotise durant 20 ans et qui part en retraite risque de percevoir beaucoup plus de pensions. Chez nous, on parle de la CRT ou de la CNSS, beaucoup plus de pensions que si cette personne part en retraite après 30 ans de service ou 60 ans d'âge. Donc, du coup, il faut dire que ceci risque de fragiliser le système de financement même de la retraite. Parce que les gens vont se retrouver à percevoir beaucoup plus d'argent quand d'autres personnes ne vont pas épargner assez. Quand on compare directement 20 ans d'épargne par rapport à 30 ans d'épargne, vous voyez directement ce qu'il y a. Également comme désavantage. Dans le milieu professionnel, quand on atteint 15-20 ans, je pense que c'est le niveau de la maturité professionnelle.
Et laisser les gens partir à cet âge, c'est faire partie, en fait, vous aurez dans votre système peu de gens expérimentés, et c'est de faire partir la maturité, l'expertise, ou soit la connaissance approfondie de certaines choses et tout. Et ça également, ça fragilise un peu, sinon beaucoup, la perte des expériences dans les organisations et tout, ça fragilise le système professionnel. Également, il y aura naturellement la pénurie des gens expérimentés dans le système professionnel, et que peut-être, bon, on parle du Bénin, le Bénin va se retrouver avec des gens qui sont la plupart du temps des débutants, des novices et tout, et ce n'est pas très bien pour le statut professionnel. Et également, il peut y avoir également des inégalités entre les travailleurs. Ceux qui ont commencé tôt peuvent bénéficier davantage de systèmes assez fluidifiés. Et aussi, ce qu'il y a, c'est que c'est après les 20 ans environ, parce que vous savez que les calculs de la retraite dépendent du salaire que vous prenez pour partir en retraite. Donc, en réalité, on arrive au summum même. On arrive au summum d'un bon salaire. Vous me recevez toujours? Parce que mon téléphone... D'accord. Oui, ok. On arrive au summum même d'un bon salaire après les 20 ans. Parce que c'est là même, vous avez beaucoup d'expérience, vous avez beaucoup de responsabilités et le salaire également suit. Et que c'est avec ce salaire, quand vous serez vraiment agrémenté, vous aurez un très bon salaire pour partir en retraite, alors votre pension sera vraiment alléchant, sinon sera bien pour votre retraite et tout. Voilà un peu d'une manière ramassée le fait que cet aspect d'une manière globale va agir sur le budget potentiel de l'État ou sinon de la CNSS qui font partie des retraités et tout. Maintenant, venons un peu, mais toutefois, il faut dire que ceci peut avoir également des avantages. Et le fait de partir tôt en retraite peut avoir également les avantages. Je pense peut-être par rapport au renouvellement des générations. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens, il y a naturellement plus de naissances que des gens qui partent. Donc, il y aura rapidement de renouvellement de génération au niveau des professionnels et tout. Et il y aura la reconversion. Les gens qui partent en retraite peuvent se reconvertir en formateurs, en coach, en consultant surtout. Voilà, c'est ce que je cherchais, en consultant. Et ça également, ça peut permettre de pouvoir enrichir le débat professionnel et puis voilà. Également, il faut également noter que peut-être ceci peut permettre également de réduire la fatigue professionnelle, c'est-à-dire de donner plus de plus de temps aux gens de se consacrer à leur famille. Ils auront plus de temps également de pouvoir prendre des initiatives personnelles par rapport à l'entrepreneuriat et ces petites choses. Donc, voilà un peu d'une manière ramassée mon point de vue sur la situation. Mais je pense sincèrement, à mon humble avis, qu'il ne s'agit pas tout de suite de jeter la proposition, mais il faut l'analyser finement dans le sens où il faut vraiment voir comment est-ce qu'on peut requalifier le professionnel ou bien la profession pour pouvoir adapter aux nouvelles donnes. Et je pense que tout l'enjeu est là. Le problème en Afrique d'une manière globale, ce n'est pas le Bénin seul, d'une manière dans mon pays, le Togo aussi, c'est quoi? On ne trouve pas tôt l'emploi. On ne trouve pas, on ne rentre pas très vite dans la vie professionnelle. Parce que quand on prend la vie d'un jeune avec les études, le chômage, chercher et trouver de l'emploi, est-ce qu'il faut faire ces analyses? Il faut que les autorités puissent faire ces analyses, voir si en réalité, ce qu'ils proposent est vraiment faisable. Sinon, quand je prends les désavantages que je viens de citer tout de suite, ça risque de fausser même le système du fonctionnement de la CNSS. Et quand la CNSS tombe, ben, écoutez, ça, je pense pas qu'il y a un État qui peut vraiment tenir. Donc, je vais m'en arrêter là et puis voilà. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Même en quelques mots, vous avez bien analysé la situation, les points forts, les points positifs et puis les points négatifs aussi. Merci beaucoup. Donc, Dieu seul avait une motion depuis là que j'avais laissé à côté. Dieu seul, allez-y. Bonjour Biafrica, bonjour tout le monde. Et je parle de motion parce que je voulais poser le volet qu'a touché M. Hassel, qui est le volet de l'institution qui paie les salaires, qui paie les pensions de retraite. Parce que
plus vous durez dans la fonction, beaucoup plus vous cotisez. Et à la retraite, vous gagnez des pensions. Certaines personnes gagnent longtemps, gagnent peu. Je n'ai pas encore compris comment se fait-il, comment est-ce qu'on parle de 20 ans de service? Est-ce qu'il y a des âges limites à côté? Je n'ai pas bien compris, je n'ai pas encore lu la loi. Et c'est strictement 20 ans de service, je pense que c'est pour régler un problème structurel. Ils n'ont pas pensé au problème à long terme. Si je me trompe, hein, il n'y a pas de problème à court terme et à long terme. Le problème à court terme, c'est quoi? On vient de mettre en place des institutions qui vont bouffer beaucoup plus d'argent. Donc, il faut limiter les charges personnelles, les charges de personnel. Et pour les limiter ou pour les réduire, il faut avoir beaucoup plus de gens à la retraite afin qu'il y ait beaucoup plus d'argent pour faire face à la dépense de l'institution qu'on vient de créer. Mais à la longue, ils ont réfléchi à ce qui va se passer à la longue. À la longue, c'est que nous n'aurons pas des agents expérimentés dans la fonction publique. Et dans la ville dont on parle, c'est qu'il y aura beaucoup plus de misère dans la mesure où est-ce que tous ceux qui iront à 20 ans feront une reconversion dans quoi? C'est vous dire qu'en réalité, nos gouvernants, c'est encore confus à mon niveau. Je vais relire encore la loi pour mieux comprendre. Sinon, en réalité, il n'y a aucun profit. Aucun. Même quand on parle de redynamisation de la génération, il y a la population, la densité démographique qui est en train d'évoluer. Donc, par rapport à ça, il faut qu'il y ait beaucoup plus de structures de l'État. Parce qu'on en a besoin, compte tenu de la population qui évolue. Donc, on a beaucoup plus de fonctionnaires, on a beaucoup plus de travailleurs pour pouvoir faire face aux services que doit pourvoir l'État à ses concitoyens. Donc, je m'arrête là d'abord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Kialine, faites votre motion aussi. Oui, et en fait, c'est par rapport à l'intervention de M. Hassel, tout ce que M. Hassel a dit, je crois que Monsieur, j'ai oublié, Tayo avait brossé déjà ces aspects techniques de la chose. Ça dit quoi? L'impertinence d'envoyer les gens très tôt à la retraite, c'est-à-dire après 20 ans de travail, ce n'est pas productif pour le fonds de la retraite. Et donc, je crois que ça va même provoquer une crise à moyen terme. Mais le problème, après avoir soulevé les trois aspects néfastes de ce genre, de ce genre de cette décision, je crois que la seule chose qu'il a relevé, c'est que ça aura l'avantage que les gens vont se baser sur leur expertise pour devenir des consultants. Combien de consultants vous voulez avoir dans le Bénin? Par rapport à quoi? Et par rapport à qui? Qui vont consommer ces consultations-là? Ça veut dire que même là aussi, ce n'est rien de pertinent. Donc, vous me rejoignez pour comprendre que c'est une mauvaise décision. Et quand l'État prend cette décision-là, qui n'arrange pas, comment vous appelez ça, qui n'arrange pas sa gestion à moyen terme, alors, quelles sont les motivations? Et c'est là où moi, je me suis fondé pour dire, il n'a aucune motivation sérieuse. Sauf qu'il y a une intention à vouloir configurer l'État, c'est-à-dire à vouloir ramener tout le système à sa seule personne, à son existence. C'est tout. Sinon, en réalité, je ne vois même pas ce qu'il y a de pertinent économiquement, techniquement, socialement, pour amener une durée d'emploi à 20 ans, pour dire qu'après 20 ans, vous irez à la retraite. Aucune pertinence, je vous en prie. Alors, s'il n'y a pas de pertinence, s'il n'y a pas de pertinence économique, s'il n'y a pas d'avantage social, alors, au nom de quoi? Ça veut dire que les intentions sont ailleurs. Et j'ai dit, pour celui qui connaît le monsieur comme étant quelqu'un qui veut tout ramener à lui, à son existence, à son apparition au pouvoir, vous pourrez comprendre qu'il veut seulement faire en sorte que toute l'administration et son effectif lui soient redevables de lui, sa gouvernance. C'est-à-dire quoi? C'est en montant que vous avez été recruté, et ça va continuer avec le culte de la personnalité, puisque déjà devenu un ayatollah au Bénin maintenant.
Il faut voir déjà la configuration politique, ce que la politique, le système politique, sur la base des réformes, est devenu au bout de 10 ans. Nous sommes dans un système aujourd'hui qui est pareil, qui s'aligne sur le système iranien. C'est-à-dire quoi? Il y a un ayatollah qui détient tout le pouvoir, qui centralise tous les pouvoirs chez lui. Et il y a un président, bon, content de lui quelque part, et qui répond au doigt et à l'œil de ce ayatollah-là. Et c'est lui, Patrice Talon. Quand on est parti d'un système démocratique à ce genre de système, à une monarchie pure et dure, où dans tous les secteurs, dans toutes les institutions, il n'y a aucune présence de l'opposition. Mais écoutez, comprenez qu'il veut maintenant... Il a fini de maîtriser les grands électeurs, comme il a dit. Il a fini de maîtriser les différentes institutions du pays. Et il sait qu'il a tout caporalisé. Maintenant, il veut maîtriser la masse. C'est-à-dire la masse des fonctionnaires, l'administration. C'est pour ça que depuis les élections que nous avons connues, depuis quand on a fait les élections municipales maintenant, jusqu'à aujourd'hui, les chefs de quartier, les chefs de village ne sont pas connus. Parce qu'il veut maîtriser jusqu'au bout, il veut maîtriser jusqu'au chef de quartier de village. On n'a pas de chef de quartier, on n'a pas de chef de village, malgré qu'il y a eu élection municipale. C'est une élection de proximité. Donc, c'est dans sa recherche, dans sa quête permanente de continuer par maîtriser la masse qu'il est en train de faire tout ça. Parce que si c'est qu'il écoute ça à 20 ans, ils vont l'appliquer à ceux qui ont encore du temps à passer. Et il va dégager les anciens vite fait du système. Il ne va rester que les nouveaux qui sont déjà dans le système, auquel il viendra ajouter d'autres nouveaux, et puis tout le système lui sera redevable. Toute l'administration lui sera redevable. C'est une politisation dangereuse du système. Voilà ce que je dénonce. Mon micro était fermé. Ok, monsieur Astrid, allez-y, oui. D'accord. Je voudrais tout simplement remercier Kialine. Hein. J'aurais aimé que son nom soit Kylian, parce que mon premier garçon s'appelle Kylian. Et j'allais dire qu'il est mon enfant, mais bien que c'est un grand frère, je disais ça pour blaguer. En réalité, je voudrais revenir un peu par rapport à son intervention. C'est vrai que je me suis arrêté tout de suite quand j'ai cité une ou deux avantages, en fait, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans mon bureau. Et je voudrais un peu m'appesantir sur certaines choses, parce que je vous dis tout de suite de ne pas jeter cette proposition, mais de l'analyser finement pour voir en réalité quels sont les avantages et les désavantages et quelles sont les orientations et comment est-ce qu'on peut réadapter la vie professionnelle par rapport à cette réalité. Parce que, vous savez, parfois, il ne faut pas seulement crier au leurre, il ne faut pas seulement s'apitoyer sur la réalité ou bien certaines évidences qu'on nous impose et en être victime. Mais il faut plutôt chercher des voies et moyens pour sortir de là, ou soit avoir des solutions pour pouvoir mieux vivre. Parce que quand nos gouvernants imposent certaines choses, qu'on le veuille ou non, on le subit, nous, le peuple, et ce sont la plupart du temps des gens qui ne se soucient pas de nous parce qu'ils n'ont pas les mêmes conditions de vie que nous et tout. Et moi, mes analyses vont dans le sens où est-ce qu'on peut tirer quelque chose de positif même où le gouvernement arrive à imposer cette situation. Et c'est là que je veux aller un peu sur certains avantages. Et je commence d'abord par parler de la réduction de la fatigue professionnelle. Voyez-vous, peut-être ici, Africa me connaît étant peut-être enseignant d'université, mais dans la vie réelle, je suis d'abord et avant tout banquier. Et il y a une observation qui a été faite au Togo au sein des banques. La plupart du temps, quand les gens partent en retraite, après 60 ans d'âge ou 30 ans de service, ils ne vivent pas longtemps. La plupart du temps, les banquiers. Pourquoi? La question qui se pose est de savoir, est-ce que le travail aspire en eux tout ce qu'ils font comme énergie ou bien toute la vie et que quand ils partent, ils ne vivent pas assez longtemps et tout. Là, vous voyez un peu là où je voudrais en venir, c'est-à-dire aller plutôt en retraite peut permettre en réalité de pas fuir, mais de quitter cet environnement pénible et stressant du travail. Également, ça peut permettre d'améliorer la qualité de vie. C'est-à-dire, vous aurez davantage, comme je l'avais dit tantôt, vous aurez davantage de temps pour votre famille, pour les loisirs, pour les projets personnels.
Et bon, avant même de continuer sur les avantages, il faut également voir est-ce qu'il n'y a pas des mesures d'accompagnement de cette décision. Figurez-vous par exemple si les indices de salaire ont été relevés, le SMIC est relevé, il y a certains éléments qui accompagnent cette mesure. Et ça serait que peut-être, vous allez voir que même quand on part en retraite à 20 ans, peut-être ça peut envoyer un salaire qui peut s'équivaloir à peu près à ce que vous aurez peut-être à 25-30 ans de service. Quand il y a ces mesures qui accompagnent, à mon humble avis, je pense que ça doit quand même répondre à tout ce que je dis comme avantage, l'amélioration de la vie que je dis. Également, surtout, il y aura également la création d'une seconde activité. Par exemple, un retraité peut s'engager, je ne parlerai plus de consultants et dans l'agriculture, par exemple, dans le commerce, dans la formation. Quand je parle de ça, ça me traverse l'esprit, la transmission des compétences. Mais les retraités peuvent devenir, comme je le dis, dans avoir la motivation à travailler dans les monsieur, alors ça coupe un peu. Je ne sais pas si on ne vous entend plus. Vous me recevez? Ok, allez-y maintenant. Oui. Ok, vraiment dommage. On n'entend plus monsieur Alopa. Donc, quand ça va se stabiliser. Monsieur Biafrika. Oui, monsieur Kialina, oui, en une minute, on va écouter les autres. Mais en fait, je continue de l'écouter. Je ne suis pas contre ces analyses, mais ce que je dis, je veux que nous fondons la pertinence de nos analyses sur les réalités qui sont les nôtres. Tout ce que le monsieur a dit, j'ai cru avoir entendu beaucoup de si. Les salaires étaient si. Je dis, avec beaucoup de si, on pourrait mettre Paris dans une bouteille. Hein? On pourrait mettre Paris dans une bouteille avec beaucoup de si. Le Bénin même peut être plus grand que les États-Unis avec beaucoup de si. Mais je dis, le problème est quoi? Soyons réalistes quand nous voulons faire des analyses, surtout quand nous avons affaire à celui-là que nous connaissons qui est en face de nous, qui n'a jamais rien entrepris de bon pour le peuple. Tout ce que, c'est-à-dire qu'on se réfère, tout ce que Patrice Talon a fait jusqu'à aujourd'hui, dites-nous une seule réforme, une seule décision qui soit à l'avantage du peuple, pour qu'aujourd'hui on en vienne encore à dire des si qui ne se réaliseront peut-être jamais. Voilà. Il faut que les si là existent d'abord. Parce qu'avec si, on peut construire, on peut même déplacer le monde avec des si. Exactement, quelqu'un le disait, trouvez-moi un point d'appui, je soulèverai le monde. Alors, il faut déjà trouver le point d'appui. Donc, soyons réalistes, on veut analyser. Et puis, quand il a parlé mais écoutez, le ceteris paribus, ça c'est quelque chose de très important dans les analyses, surtout quand il s'agit des analyses économiques. Toutes choses étant égales par ailleurs, on augmente la masse salariale, mais par rapport à quel coût de vie? Vous avez pris l'exemple de 250 000, monsieur Jules, et pourtant vous vous êtes retrouvé encore à un résultat de misère. Alors, qui gagne 250 000 dans le pays? Qui gagne 250 000 dans le pays? Les enseignants, qui sont même spécialisés, ne sont même pas à 200 000. C'est à peine s'ils sont à 100 et quelques 150 000. Les enseignants, je dis, qui ont, c'est pas, des enseignants formés, spécialisés, c'est-à-dire qualifiés. Mais l'enseignement, nous savons ce que ça signifie, c'est un métier noble. C'est un métier noble. Mais pendant que des politiciens sont à 10, 15, 20 millions, l'enseignant, lui, continue pas à trimballer, il n'est même pas à 200 000. Peut-être que vous allez chercher à l'université là-bas des doctorats qui sont déjà à 300 000, 300 et bon, entre 300 et 500 000, je ne sais pas combien ils sont. Mais, et là, c'est le top niveau de la société. Hein. Voilà ce que moi, je tiens à lui dire. Tout ce qu'il a dit là, j'ai compris, c'est des si.